Merci de votre fidélité à Gangan TV et vous êtes les bienvenus dans un autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Dans cette première partie d'émission, on fait focus sur l'institution nationale indépendante des droits humains qui est au cœur des élections très mouvementées dont la personne qui s'est dite élue est contestée par son challenger. Il s'agit de Alia Diaby qui est élu et contesté aussitôt par son adversaire Maître Frédéric Loua qui était lui aussi candidat à la présidence de l'institution INIDH pour succéder à M. Mamadi Kaba qui ne pouvait pas, selon les textes qui organisent cette institution, se représenter à sa propre succession. Eh bien, quelles sont les raisons de Maître Frédéric de contester l'élection de Dr Alia Diaby? Il nous les dira tout à l'heure sur ce plateau puisqu'il est le premier invité de l'émission. Et dans la seconde partie de l'émission, justement, je recevrai comme invité le deuxième, notamment le vice-président de la structure Balai Citoyen. Dans leur dossier, les communicants des partis politiques qui sont donc épinglés par la plainte de cette structure de la société civile. Quel est le niveau d'évolution de ce dossier? Eh bien, lui, il sera là sur ce plateau pour nous en parler. À présent, Maître Frédéric sur ce plateau de Café Débat. Maître Frédéric, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Oui, merci. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour éclairer la lanterne de nos concitoyens sur la situation qui prévaut actuellement dans notre cité. Merci de la disponibilité. Alors, vous êtes commissaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains, avocat à la base. Vous avez été pour la première fois, on le rappelle, candidat à la présidence de l'INIDH contre, ou sinon face à Mamadi Kaba. Il l'a remporté. Cette fois-ci, vous aviez été encore candidat et vous étiez face à Alia Diaby. Alia Diaby, dont justement la candidature et voire même l'élection pose problème selon vous. Vous contestez son élection, vous contestez même son statut de membre de l'INIDH. Alors, comment ça se passe? Pourquoi vous contestez? Pourquoi votre démarche? Merci de planter les décors aussi bien fait. Effectivement, en 2015, j'étais opposé à Mamadi Kaba. Les élections ont été conduites telles que vous le saviez. Eh bien, il avait remporté les élections et cela n'avait fait aucune contestation de ma part. Parce que moi, je suis légaliste, je respecte la loi et je pense que nous sommes dans un pays et que la loi de ce pays doit s'appliquer à tout le monde de la même manière. Cette fois-ci, pourquoi je conteste? Parce que on nous a fait parachuter quelqu'un qui n'est pas membre de l'INIDH pour briguer la présidence de l'INIDH au mépris des lois de la République, au mépris de la loi 08 CNT 2011 qui est sur le fonctionnement et l'organisation, n'est-ce pas, de l'INIDH. Bien. Alors, on vous l'a fait parachuter. On nous l'a fait parachuter. Comment? Parce qu'il n'est pas membre de l'INIDH. Je ne sais pas, moi je n'étais pas au courant de sa candidature, c'est 2 jours à l'avant. J'apprends qu'Alia est candidat. Je dis, mais comment est-ce possible? Quelqu'un qui est membre de la Cour constitutionnelle, alors je rappelle. Nous avons été installés en 2011. En 2015, le 11 février 2015. Quand nous avons été installés le 11 février 2015, il était question que 2 parmi nous aillent meubler la Cour constitutionnelle. Que 2 d'entre vous deux commissaires aillent à la représenter l'institution au sein de la Cour constitutionnelle. Donc on a procédé aux élections et à l'époque il y avait 3 candidats. Il y avait M. Ali Oubari, il y avait M. Ahmed Tidiane Kaba, il y avait Alia Diaby. À l'issue des élections, c'est M. Ahmed Tidiane Kaba et Alia Diaby qui avaient été élus. Donc, dès leur élection, il y a eu un procès verbal qui a sanctionné et le président a pris un décret les nommant comme juge à la Cour constitutionnelle. Donc, ils sont allés, du coup, ils perdaient la qualité de membre de l'INIDH. Donc, à la base, Maître Alia Diaby était membre de l'INIDH. Voilà. Il a été donc mandaté après avoir été choisi. Il a exprimé le souhait d'aller représenter l'INIDH, l'institution au sein de la Cour constitutionnelle conformément à la loi. Parce qu'il y a un quota qui est reparti entre les institutions pour meubler la Cour constitutionnelle. Donc il a été choisi avec un autre. Donc il a été élu
pas choisi, il a été élu avec un autre, Maître Ahmed Tidiane Kaba. Bien. Donc ils sont allés à la Cour constitutionnelle et il y a de cela 3 ans. Et le principe qui, je veux dire, la loi qui organise l'INIDH dit quoi en la matière? Oui, quand vous prenez l'article 31 de la loi 08 dit que la fonction de la qualité de commissaire de l'INIDH est incompatible avec toute autre fonction élective. Donc il a été élu, il perd automatiquement la qualité de membre. De commissaire de l'INIDH. De commissaire de l'INIDH. Et l'article 8 va plus loin. Il dit que lorsque quelqu'un, un commissaire, soit par suite de décès, de démission ou bien appelé à une autre fonction élective, il est aussitôt remplacé par un autre pour la durée du mandat. Donc cela devrait être fait. Mais vu que l'institution était plongée dans un dysfonctionnement notoire, on l'a rappelé à plusieurs reprises, parce que de 2015 jusqu'à maintenant, sous le magistère de Mamadi, on n'a pu tenir que 2 sessions. Bien, il y a bien des choses à dire. Donc il y a bien des choses à dire sur le bilan de Mamadi. Donc il revient parce qu'il a été tiré au sort, et quand il a été tiré au sort, il a signé. Tiré au sort à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle, et n'étant pas d'accord avec les autres commissaires tirés au sort, il a signé le procès verbal, n'est-ce pas, pour dénoncer la procédure qui l'évince de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il réclamait encore la qualité, il réclame encore la qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Et ce différend n'est pas évacué. Le différend est toujours pendant devant la Cour constitutionnelle et ça doit être évacué. Cela n'est pas fait, il revient à l'INIDH, alors il se porte candidat, mais je ne sais pas par quelle gymnastique juridique. Donc ce qui veut dire qu'en ce moment, Alia s'est fait appartenir à 2 institutions, ce qui est interdit. Ce qui est interdit. C'est-à-dire à l'INIDH et à la Cour constitutionnelle. En même temps, il réclame sa place à la Cour constitutionnelle. Parce que l'histoire, il faut la rappeler, c'était à l'occasion du délai de renouvellement. Oui, je sais pas. Oui, par triennal là, on tire 3 juges et 3 font leur entrée. Qui sont remplacés par d'autres. Par d'autres. Ali a faisait partie de ceux qui devaient se faire remplacer à la Cour constitutionnelle. De ceux qui avaient été tirés au sort. Pour être remplacés à la Cour constitutionnelle. Et en pareille situation, il retourne à ses activités initiales. Donc quand il quitte la Cour constitutionnelle, il devrait aller à l'université. Il ne revient plus à l'INIDH. Parce qu'il a perdu la qualité. On ne peut pas vouloir du beurre et de l'argent du beurre. Dès lors qu'on est nommé juge à la Cour constitutionnelle, on cesse d'être commissaire, on perd la qualité de commissaire au sein de l'INIDH. On ne peut pas cumuler ces 2 fonctions. Et si vous perdez votre poste maintenant, vous retournez directement à la base, la structure que vous avez envoyée à l'INIDH. Et pour son cas, quelle est la structure qu'il a envoyée? C'est l'université de Sonfonia. Il est venu au compte de l'université de Sonfonia. À l'INIDH. Il devrait retourner normalement à l'université de Sonfonia, continuer à enseigner. Et le bureau qui allait être élu allait pouvoir régler tout cela, écrire à l'université pour qu'on choisisse une personne pour remplacer Alia qui était parti à la Cour constitutionnelle. Donc, on comprend que Alia a été donc tiré au sort pour quitter la Cour constitutionnelle après, je ne sais pas, 3 ans passés. Et on constate aussi qu'il a contesté la procédure qu'il avait tirée au sort. Et on constate aussi avec ce que vous dites que du moment où il a été élu pour aller à la Cour constitutionnelle, il n'était plus membre de l'INIDH. Il perdait, je peux lire l'article 31. Mais on ne comprend pas donc pourquoi il a pu revenir, être un candidat, faire peut-être campagne et compétir avec vous et que vous ayez accepté ça. Est-ce que vous n'avez pas cautionné vous-même? Nous, on n'a pas cautionné. Avant d'entrer dans la salle, on a tenu une réunion dans un bureau au Palais du Peuple où j'ai soulevé cette question préjudicielle. J'ai dit que la qualité de membre de l'INIDH de M. Alia posait problème parce qu'il est juge à la Cour. Vous avez posé ce problème auprès de qui? Quelle est l'instance qui est censée être la commission électorale en votre sein? Auprès de qui? Non, on dit qu'en pareille situation, les élections sont gérées par le plus jeune en âge et le doyen en âge. N'est-ce pas? Vous leur avez posé le problème? On a posé le problème. Donc, et tout de suite, il y a eu un bloc. Le bloc de commissaires issus des départements ministériels. On a dit
que la loi qui a été modifiée, la loi sur l'INEDH, la loi qui avait été votée par le CNT, avait retiré aux représentants du gouvernement cette voie délibérative. C'est-à-dire de voter. De voter. Mais la loi qui est sortie, qui a été publiée au journal officiel, leur a donné cette voie délibérative. Donc tout de suite, on a vu un bloc formé avec d'autres commissaires pour dire que Ali avait la qualité. Je dis, mais comment pouvez-vous expliquer cela? Je dis, il n'a pas la qualité. Il est membre de la Cour constitutionnelle. Le différend qui est là-bas n'est pas encore tranché. Il a même signé le procès verbal contre le tirage au sort qu'il a évincé. Il réclame encore la qualité de membre. Comment on peut appartenir à deux membres, à deux institutions républicaines différentes? Vous avez posé ce problème. Oui, ils disent non, ils disent, puisqu'il n'a pas été remplacé, donc il peut revenir reprendre sa place. Je dis non, la place qu'il a laissée n'est pas, cette fonction n'est pas une fonction intuitive personnelle. Ce n'est pas lié à sa personne. Quand il part, c'est un autre qui vient. Donc même si on ne l'a pas remplacé... Voilà, ça ne regardait plus. C'est comme si moi je divorçais d'avec ma femme. Qu'elle se remarie un mois après ou 2 mois après ou qu'elle reste sans mari, mais ce n'est plus mon problème. Bien. Ce problème relevait de l'institution. C'était dû au dysfonctionnement parce que les plénières ne se tenaient pas. Mais même si ce n'est pas le problème de Alia, mais quand même, pourquoi vous avez laissé la place de Alia vide, la place de l'autre aussi qui est parti à la Cour constitutionnelle? Non, il y a le bâtonnier qui a écrit. Vide. Non. Pourquoi vous les avez laissés vides? Les deux places ne sont pas restées vides. C'est la place de Alia. Sinon, pour Maître Ahmed Tidiane, le bâtonnier a écrit, a désigné Maître Moussa Diallo pour venir remplacer Maître Ahmed Tidiane Kaba. Et la place Donc, de Alia Diaby, l'université n'avait envoyé personne et avec le dysfonctionnement, le bureau n'avait pas non plus fait cas. Mais cela pouvait se régler dans le cadre du nouveau bureau. On pouvait écrire à l'institution de base de M. Alia pour nous désigner une personne à même de le remplacer parce qu'il avait perdu la qualité et il a été tiré au sort à la Cour constitutionnelle. Il retourne à l'université. Mais on a été surpris, moi on a soulevé ça, les gens ont dit non, il n'a pas été remplacé. Après, quand le problème a chauffé, il y a un commissaire qui a demandé à M. Alia pour dire que vous, au-delà de tout, moralement, sincèrement, est-ce que vous pensez que vous devez être encore commissaire? Il dit oui, il dit puisqu'il n'a pas été remplacé, tout concourt au fait que sa place n'a pas été remplacée. Donc il peut aller revenir, alors qu'il est dans une contestation qui n'est pas encore tranchée à la Cour constitutionnelle. Donc cette illégalité, moi, à mon sens, c'est inacceptable. Maintenant, nous, on a soulevé. Ils ont dit... Attendez, vous auriez pu, dans ce cas, contester, je veux dire, boycotter peut-être cette élection. Ne pas aller contre quelqu'un qui n'a pas qualité, le laisser aller... C'est-à-dire, toutes les solutions aboutissaient au même résultat. Moi, j'ai dit que ce n'était pas possible. On ne peut pas accepter cela. Ils ont dit non, on va laisser et puis on va lui opposer une fin de non-recevoir parce qu'il n'a pas qualité. Lors des élections, on va faire un vote sanction. Qui vous a dit ça? Les autres commissaires qui étaient là, que de toutes les façons, on va les régler et puis on va lui opposer une fin de non-recevoir. Moi, croyant... Vous avez fait confiance? Voilà, vu la pertinence quand même, vu que c'est immoral quoi, c'est-à-dire, vu la gravité de la situation, vu la flagrance de la violation, je me suis dit, mais des hommes normaux ne peuvent pas accepter cela quoi. Moi, je suis de bonne foi, je crois aux gens. Quand on se parle, je te crois. Donc la majorité des commissaires... Les commissaires venant de représentants de l'administration ont fait ce bloc-là, et puis on est allé aux élections, ils nous ont mis en minorité, curieusement, ils ont élu Alia. C'est en ce moment, j'ai compris, leur stratagème, leur mépris de la loi, leur mépris des institutions de ce pays, n'est-ce pas? Et j'ai dit que ce vote, ça ne passera pas. Et nous allons nous lever pour saisir qui de droit afin que l'élection soit invalidée. Justement. Et que de nouvelles élections respectueuses de la loi, des réglementations soient organisées pour éviter de jeter l'opprobre sur la Guinée, de jeter la honte sur notre pays. Lorsque vous sortez, quand les gens nous regardent agir de la sorte à l'étranger, ça fait honte. C'est comme si nous étions des gens qui n'avaient aucune considération de nos lois que nous-mêmes avions librement votées. Donc c'est cela qui me révolte. C'est pourquoi je suis là pour dénoncer, pour dire que M. Alia n'est pas
commissaire de l'INIDH, il est encore juge à la Cour constitutionnelle et qu'il attende que la Cour tranche que le différent, parce que la Cour a la compétence, qu'il attende que la Cour tranche le différent qui est là-bas, et lorsque le différend est tranché, supposons par exemple, mettons par exemple que le différend soit tranché à sa faveur et qu'on remette en cause le tirage au sort. Il doit pouvoir retourner à sa place, mais en ce moment il est encore président. Comment cela va se passer? Ce sont des violations quand même qui dans un pays normal, on ne peut même pas y rêver. Alors, moi j'ai vu des docteurs en droit soutenir parce que justement ces gens pensent que la Guinée leur appartient, donc ils peuvent tordre le cou à la loi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et que pour assouvir leurs intérêts malsains, là, et puis tordre le cou à la loi, faire ce qu'ils veulent. Je dis non, la Guinée n'appartient à personne, la Guinée appartient à tout le monde, et nous avons la loi, et cette loi, elle est là pour tout le monde, elle doit être respectée par tout le monde, qui que nous soyons, fût-il du gouvernement, de l'opposition ou de la société civile. En parlant de loi, qu'est-ce que vous allez faire en fin de compte? Vous allez vous plaindre devant qui? Mais nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Bien. N'est-ce pas? À laquelle appartient encore Ali Gabi, qui a encore été élu. La presse a tout fait pour qu'il vienne s'expliquer sur son élection. Pour l'instant, il refuse de venir. En tout cas, on essaiera de l'avoir. Il refuse de venir. Faites-le venir, demandez-lui sincèrement si lui, il est encore commissaire pour prétendre briguer la présidence de l'INIDH. Voilà. Moi, c'est cela mon débat, c'est cela ma frustration. Moi, je ne tiens pas à mordre du cul à être président, mais je tiens à ce que les lois soient respectées, je tiens à ce qu'on traite tous les Guinéens de la même manière, et que des gens ne s'asseyent pas quelque part pour dire que, bon, c'est à eux la Guinée, c'est eux qui peuvent décider de tout, quitte à tordre la loi, quitte à violer la loi, et qui sont malheureusement prêts à brandir la loi lorsque ils voient leurs intérêts menacés. Bien. On suivra donc votre procédure, vous contestez l'élection d'Ali Gabi, vous allez porter plainte devant la Cour constitutionnelle, nous suivrons ça de pas à pas et pourquoi pas peut-être vous avoir tous les deux sur un même plateau et ça sera l'occasion de confronter vos positions. Mais avant cela, pour terminer, vous pensez aussi que l'ancien président de l'UNIDH, Mamadi Kaba, que nous avons toujours vu sur le front de la dénonciation de certaines violations des droits de l'homme en Guinée, de certaines situations qui violaient la loi dans ce pays, vous dites qu'il a quand même un bilan mitigé à la tête de l'UNIDH. En quelques mots. Il a été incapable de venir à l'élection de son successeur. Mamadi Kaba. Peut-être qu'il était empêché. Non. Peut-être mais il aurait au moins envoyé un mot ou bien il se ferait remplacer. Il n'est pas venu, il n'a envoyé aucun mot. C'était l'occasion rêvée pour présenter son bilan, pour dire ce qu'il a fait de l'argent public, pour dire les activités qu'il a menées, et puis présenter son rapport, remercier ses collègues qui l'ont élu, et puis souhaiter bonne chance à l'équipe, à la nouvelle équipe. Il n'est pas venu. Si Mamadi Kaba n'est pas venu, peut-être que lui aussi n'a pas approuvé la manière dont les choses se passent. Je veux dire, Alia qui revient. Oui, mais le débat, mais il pouvait venir prendre part au débat. Prendre position. Prendre position. Moi, s'il était sûr de ce qu'il a, on est fier d'aller quand on est sûr du travail bien fait. Vous pensez que Mamadi Kaba a eu un bilan négatif? Mais le seul projet qu'on a exécuté, c'était la traduction des articles de la Constitution en lien avec les droits de l'homme dans les langues nationales. Et ça, c'est ce financement de l'Union européenne. Bien. Tout l'argent de l'État, où c'est parti? On n'a pas tenu, je dis de 2015 jusqu'à maintenant, on n'a tenu que 2 plénières. Et ça, au forceps. Il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu de bilan, il n'y a rien eu. On a tout le temps dénoncé les déclarations qu'il faisait à l'emporte-pièce. Il le faisait de façon solitaire, c'était sans concertation avec les autres. Et mieux, pire, je veux dire, les autres membres du bureau exécutif avaient porté plainte contre Mamadi devant la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt intimant l'ordre à Mamadi de faire fonctionner l'institution conformément aux lois de la République. Cet arrêt est resté sans effet. Donc il y a beaucoup de situations comme cela qui se posent. Donc les gens ne savent pas. Moi, c'est ce qui fait. On ne peut pas utiliser les ressources publiques comme bon nous semble, n'est-ce pas? Donc vous dénoncez non plus le bilan de Mamadi Kaba. Sans doute on l'aura lu aussi pour qu'il fasse le rapport de sa... Il n'a qu'à, dites-lui de vous présenter un rapport
des 3 années. Administratif et financier. Un rapport narratif des activités, un rapport financier, parce que d'après les informations, c'est 500 millions de francs guinéens par trimestre. Donc, il n'a qu'à dire est-ce que ça s'est rentré dans les salaires des gens, les activités qui ont été menées, comment ça s'est passé, qui a fait quoi. Il fait un rapport. Maintenant, si cela n'est pas fait, il appartenait au bureau qui est élu, si il est conséquent, de lancer un audit pour demander de clarifier la situation des fonds reçus du gouvernement dans le cadre du fonctionnement de l'INIDIA. En tout cas, c'est une actualité qui n'est pas prête à finir en ce qui concerne la situation à l'INIDIA. Nous vous aurons au fur et à mesure que la situation évoluera au sein de votre institution. Merci, monsieur Maître Frédéric, d'être passé. À très bientôt. Merci à moi de vous remercier. Je pense que le combat va continuer et que la loi dans ce pays va pouvoir être respectée et va pouvoir être appliquée à tout le monde de la même manière. Il n'y a pas de Guinéens plus que d'autres Guinéens. Nous sommes tous dans la même moule légale. Nous devons être traités de la même manière, sans distinction aucune. Merci. Voilà donc, comme annoncé, je reçois tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission le vice-président du Balai Citoyen. Avec lui, on va parler du dossier les communicants du RPG et de l'UFDG épinglés par la plainte de cette structure à cause des propos haineux et des propos de va-t-en-guerre, des propos d'appel à la guerre entre les communautés postés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. A tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit cette fois-ci M. François Collier. Il est vice-président de la structure Balai Citoyen, une structure de la société civile justement, qui a décidé ces derniers temps, en tout cas au fort moment de la crise politique, de porter plainte contre les communicants des partis politiques qui se plaisaient dans les appels à la haine, des propos assez, on va dire, communautaristes et communautaires sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Monsieur François Collier, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Merci de la disponibilité. Vous êtes un habitué de cette émission. Alors donc, Balai Citoyen a pris cette décision d'épingler des communicants des deux grands bords politiques de la Guinée, l'UFDG, parti de l'opposition, l'UFDG, parti au pouvoir. Alors, dites-nous quel est le constat, quelle est la motivation de cette démarche. On vous connaît d'habitude comme une structure qui vient souvent sur le terrain des manifestations politiques pour voir comment les manifestations se passent, qui a fait quoi lors des manifestations. Vous organisez des formations pour des jeunes dans le cadre de la non-violence, ainsi de suite. Mais tout de suite, vous vous invitez sur ce terrain de la communication sur Facebook. Quelle était la raison avant tout? Ok, merci Monsieur Ouri. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous vos millions d'auditeurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après le scrutin du 4 février, nous avons fait une observation et après l'observation, nous avons fait une analyse. Nous avons vu que la situation sociopolitique en Guinée était caractérisée par une montée en puissance des propos invitant à la haine et à la violence. Donc, étant une structure de veille, de proposition et d'interpellation, nous nous sommes dit qu'il fallait aller à une situation qui pouvait au moins amener les gens à se retenir sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé, le Bureau national de Balai Citoyen s'est retrouvé. Nous avons fait une réunion au cours de laquelle, dans l'unanimité, les gens ont dit que
est-ce qu'il n'est pas important de porter plainte contre ces personnes qui sont souvent sur les réseaux sociaux et qui invitent les autres citoyens à la haine ou à la violence? Donc c'est ainsi que l'idée est partie, et je crois que nous nous sommes mis au travail. Nous avons fait les plaintes et nous avons déposé au niveau des 3 tribunaux, c'est-à-dire le tribunal de Kaloum, de Mafanko et de Dixi. Et je crois le président de Balai même est allé très loin. Il est allé s'entretenir avec le procureur général de la République et qui a donné son aval, qu'il était partant pour qu'on porte plainte. Et aussi nous sommes allés encore plus loin, aller voir le maître Mohamed Lamine Fofana, qui est le conseiller du président de la République en relation avec les institutions républicaines. Donc après avoir entretenu tous ces hauts cadres, donc nous nous sommes dit que nous étions dans un droit qui nous permettait de porter plainte contre certains citoyens qui, sur les réseaux sociaux, se faisaient passer pour des messies ou bien qui faisaient des professions. Dire que après le marché de Kaporo, c'est le tour de Madina, ou bien Madina ne va plus exister. Donc on s'est dit que peut-être ils ont des éléments qu'ils pouvaient mettre à la disposition de la justice pour éclairer la lanterne des Guinéens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le fait que Madina avait pris feu, vous avez jusqu'à présent, quand vous demandez beaucoup de Guinéens, il y a 2 tendances. Certains disent que c'est un coup de circuit, ce qui a été officiellement déclaré par le gouvernement, mais aussi de l'autre côté, vous attendez des gens dire que s'il y a eu des propos avant cet incendie et qu'aujourd'hui l'incendie est là, il faut interpeller ces personnes qui ont prononcé. Justement, voilà. Donc c'est toutes ces questions qui a permis au Balai citoyen aujourd'hui de porter plainte contre ces communicants du RPZ et du l'UFDG. Et je voudrais aussi vous dire que depuis qu'on a porté cette plainte, je crois que le procureur général de la République, après avoir soutenu la procédure, nous a dit qu'il se met entièrement à notre disposition. Bien. Et au niveau, voilà. Et donc, moi, ce que je veux dire, est-ce que d'une autre façon, votre démarche a été inspirée de celle du ministre de l'Unité nationale et je sais pas, Gassama Diaby? On l'a vu à un moment, qui a aussi mis en garde les gros bonnets des partis politiques et de la mouvance de l'opposition. On a vu à l'époque Gassama au siège du RPG, puis au siège de l'UFDG, qui les a avertis, comme quoi si jamais il entendait un cadre d'un parti politique tenir des propos de division, de haine sur les lieux d'assemblée ou dans les médias, ben, il porterait plainte contre lui. Et Gassama est allé plus loin. Je crois qu'il a formalisé une procédure contre même Bantamasso. Est-ce que ça vous a donc inspiré, vous, de dire que si peut-être lui se limite au gros bonnet, vous visez les petits communicants de ces 2 bords politiques? Bon, au-delà de l'inspiration, vous savez, comme je vous l'ai dit à l'entame, que nous sommes une structure de veille. Au-delà de l'inspiration que nous pouvons faire au niveau de Gassama, nous nous sommes dit en tant que structure de veille. Et en se référant à la loi 013 qui crée les organisations non gouvernementales, donc il est dit dans un des articles de cette loi que une organisation de la société civile peut se porter partie civile dans un procès. Bien. Donc non seulement on s'est inspiré de M. Gassama, mais aussi la loi nous autorise à se porter partie civile. Donc de droit, de le faire. Voilà, de le faire aussi. Bien. Donc c'est ce qui nous a poussé réellement à porter plainte. Bon, c'est quand même une pratique qui dure depuis longtemps. Les gens qui font ce genre de choses sur la toile, sur Facebook, qui racontent du n'importe quoi, des propos communautaristes et ethnicistes, des appels à la haine, des stéréotypes qu'on porte sur telle ou telle communauté, des appels voire à la guerre. Comme par hasard, tout le monde se réveille, Gassama se réveille, vous vous réveillez. Alors, mais pourquoi vous vous limitez aux communicants? Avant qu'on ne parle du sort de ces communicants, est-ce qu'ils ont été entendus ou pas? D'abord, pourquoi les communicants du RPG et de l'UFDG, pendant qu'il y a des citoyens lambda qui sont encore plus dangereux que des communicants de ces partis? On connaît des citoyens simples qui disent des choses sur Facebook, mais ce n'est pas possible. Pourquoi vous ne les visez pas, ces gens-là? Bon, ce que je voudrais vous dire, c'est que toute chose a un début. Au fait, ce qui nous a choqué, c'est-à-dire ce qui a choqué beaucoup les membres du bureau national, c'est l'incendie de Madina. Au fait, comme tout autre Guinéen,
nous sommes tous sur les réseaux sociaux, on a constaté que dans un premier temps, il y a eu cette montée en puissance de ces propos allant à la haine et à la violence. Mais ce qui nous a touché beaucoup, c'est lorsque nous avons vu des posts au niveau d'un communicant sur les réseaux sociaux qui a dit que après le marché de Kaporo, c'est le tour de Madina, ou bien Madina ne va plus exister. On ne parlera plus de Madina. Donc on s'est dit, survenu à Madina, voilà, on s'est dit que à propos de certaines qui ont été tenues avant et après, donc on s'est l'élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur. C'est pourquoi ceux qui disent que pourquoi il y a eu avant ces événements, il y a eu d'autres qui ont tenu des propos et que vous n'avez pas convoqué ceci là, on s'est dit que non, toute chose a un départ. Bien. Donc notre départ est parti de l'incendie de Madina. Donc, et on s'est dit que si on ne prenait pas le devant, je crois qu'on allait aboutir à une situation que nous allons tous déplorer. D'accord. Aujourd'hui, donc, quelle est la situation? Vous avez porté plainte. On a vu aussi sur les réseaux sociaux que les communicants du RPG ont été auditionnés à la DPJ. Puis après, on apprend que ceux de l'UFDG ont tout simplement brillé par leur absence. Est-ce qu'ils ont fait exprès de ne pas répondre à l'appel de la DPJ, donc de la justice? Et aujourd'hui, on est à quel niveau dans tout ça? Bon, je crois que pour un départ, on avait porté plainte contre 9 personnes. Donc, de part et d'autre, en tout? En tout, les deux partis politiques, l'UFDG et le RPG, on a porté plainte contre 9 personnes, dont 5 de RPG Arc-en-Ciel et 4 de l'UFDG. Yeah. Et je crois que les 5 de RPG Arc-en-Ciel ont effectivement été entendus par le procureur de Kaloum. Yeah. Et maintenant, c'était le vendredi passé, c'était le tour des communicants de l'UFDG, mais très malheureusement, comme vous l'avez signalé, ils ont brillé par leur absence. Yeah. Et je crois que nous avons mené aussi des enquêtes pour savoir pourquoi ceux-ci-là ne sont pas venus pour se faire entendre. Donc finalement, on a su que certains étaient déjà en déplacement, ils ont pris la fuite et qu'ils étaient dans les pays limitrophes et qu'ils continuaient. À cause de cette plainte à cause de cette plainte, ils ont bien voulu quitter le pays. Yeah. Et cela ne nous a pas, comment dirais-je, n'a pas arrêté le processus. Nous nous sommes intéressés directement aux partis politiques dont ils relèvent. Donc il nous a dit que effectivement, ils ont appris, eux aussi à leur niveau, que les non cités dans notre plainte, ces personnes ne sont plus en Guinée. Mais en même temps, l'UFDG disait qu'ils n'ont pas reçu de plainte ou de documents. Non, chaque plainte a été faite en 2 copies. C'est-à-dire une copie qui partait directement au niveau du QG du parti politique et une autre, la deuxième, directement adressée à l'intéressé. Donc, il ne peut pas nous dire maintenant là qu'ils n'ont pas reçu le document. Parce qu'on a les copies de toutes les plaintes à notre niveau, ce qui est parti au niveau du parti et ce qui est parti au niveau de l'intéressé lui-même. Donc, comme je le disais tantôt, je crois qu'il y a des négociations qui sont en cours afin de ramener ces personnes en Guinée pour qu'ils aillent au niveau de la DPJ pour être écoutés. Donc, pour le moment, on ne dira pas que c'est un échec. On s'est dit qu'on garde toujours l'espoir et que aujourd'hui, comme je le disais hors micro, qu'il y a déjà des négociations qui sont en cours afin de ramener ces personnes devant nos juridictions. Donc on va dire que Balai Citoyen, structure de la société civile, une structure de veille sur les questions d'élection, les questions d'exercice des libertés publiques dans le pays, mais aussi de formation sur différents sujets, ouvre ce qu'on peut appeler la chasse à ceux qui se comportent mal sur Facebook, sur les réseaux sociaux, disons comme cela. C'est un peu la traque aux indisciplinés sur Facebook. Et pour terminer, peut-être dernier mot là-dessus, sur cette nouvelle démarche de la structure Balai Citoyen. Merci. Je voudrais vous dire que le Balai Citoyen a pour ambition de faire une révolution au niveau de la société civile. C'est-à-dire qu'on ne reste plus dans le classicisme, c'est-à-dire que faire des déclarations, faire des communiqués. Maintenant, on veut poser des actes. C'est dans ce sens que nous avons porté plainte contre ces communicants. Et au-delà de ces actes, on voudrait aussi remercier toute la presse qui a bien voulu accompagner le Balai Citoyen dans ce sens, parce qu'à chaque fois qu'on les invite à des communiqués de presse, ils sont tous là pour essayer de réveiller encore à un monde plus
au peuple de Guinée, c'est que le balai est en train de faire. Donc c'est le temps pour nous et le moment pour moi de remercier toute la presse guinéenne qui n'a cessé de nous accompagner. Et aussi, nous voudrons aussi interpeller nos collègues des autres plateformes de la société civile à nous rejoindre dans cette dynamique. Bien. Parce que, comme vous le savez, il est très difficile de commencer, mais la fin peut être au bonheur de tous les Guinéens et que nous leur disons que le balai citoyen tend la main à toutes les organisations de la société civile à le rejoindre afin qu'on mène ce combat noble. Bien. En tout cas, nous suivrons aussi de pas en pas cette nouvelle démarche, cette nouvelle, on va dire, stratégie de traque des indisciplinés sur les réseaux sociaux. Merci, Monsieur François, d'être passé. À très bientôt. C'est à moi de vous remercier. Voilà, mes téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Un plaisir de vous avoir servi aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.